Bienvenue à toutes et à tous. Aujourd'hui, on plonge dans un match qui sent la poudre en Coupe d'Afrique des Nations. Ah oui, un match décisif. Le 30 décembre, au grand stade de Tanger, on a le Sénégal, grand favori, face au Bénin, l'outsider qui rêve de créer la surprise. Exactement. Et pour préparer ça, on a épluché pas mal de choses. Des articles, des analyses tactiques. Et surtout les transcriptions des conférences de presse des deux sélectionneurs. Et notre mission, c'est de regarder au-delà du terrain. C'est ça. Décrypter la partie d'échecs stratégiques, psychologiques et même logistiques qui se joue en coulisses. Le match a commencé bien avant le coup d'envoi. C'est exactement ça. Et cette bataille psychologique, elle est flagrante dans les conférences de presse. On a deux styles, mais radicalement opposés. C'est le jour et la nuit. Commençons par le coach sénégalais Pape Thiaw. Il arrive, il est d'une sérénité, d'une tranquillité. C'est presque déconcertant avant un match pareil. Oui, mais c'est une sérénité qui est tout sauf naïve. Elle est entièrement calculée. Le Sénégal est favori, tout le monde le sait. Et donc le plus grand danger, c'est l'excès de confiance. Ben voilà. Donc Thiaw, il prend le contre-pied. Son discours, c'est humble, patient, déterminé. En fait, en refusant ce costume de favori, il maintient son groupe sous une tension positive. Il leur rappelle que rien n'est acquis. Jamais. Surtout dans une CAN. Et dans sa communication, il y a une phrase qui m'a marquée. Il dit « On veut rester à Tanger, on fera tout pour gagner ». Ça a l'air simple, mais Ah, mais tu as raison de la relever, parce que c'est la clé de voûte de sa pensée. c'est plus que du confort, quoi. Bien sûr, rester à Tanger, c'est un avantage compétitif majeur. Ça veut dire pas de voyage, pas de changement d'hôtel, pas de perte de repères, la récupération des joueurs est optimisée. Ce qui est crucial dans un tournoi aussi intense. C'est le facteur décisif. Le grand stade de Tanger, pour eux, c'est devenu une forteresse à défendre. C'est une vision à long terme. On retrouve ça même quand on lui parle de sa compo d'équipe. Il a fait cette blague sur le fait de changer ses 11 joueurs en regardant les journalistes béninois. Oui, et tout le monde a ri. Mais c'était bien plus que de l'humour. C'est un coup de maître. C'est de l'intox. C'est de l'intox, et c'est aussi un message interne. À ses remplaçants, il leur dit « Tout le monde doit être prêt ». Il maintient tout le monde concerné, et pour l'adversaire, Gernot Rohr, il est dans le flou total. Il sème le doute. Complètement. Il le force à préparer plusieurs scénarios. Et pour souder son groupe, il ne se contente pas de la tactique. Il a partagé cette anecdote sur le jeune Ibrahim Baye, 17 ans, qui a choisi le Sénégal pour, je cite, « faire plaisir à ses parents ». C'est un détail, mais c'est un détail très puissant. Il ancre la motivation de son équipe dans quelque chose de plus grand. La famille, les racines. La fierté. Voilà. Le message, c'est « on ne se bat pas juste pour un maillot ». C'est le ciment du groupe. C'est une communication impressionnante de maîtrise. Mais alors en face, l'ambiance est radicalement différente. Gernot Rohr, le coach du Bénin, lui, il n'est pas venu pour sourire. Ah non, son approche est à l'opposé. Lui, il utilise la conférence de presse comme une tribune, presque une arène. Il monte au créneau. Il pointe du doigt ce qu'il estime être des dysfonctionnements. Et il commence fort avec l'arbitrage. Oui, il lâche une petite bombe quand même. Il révèle que la VAR était en panne lors de leur premier match. C'est une accusation grave, ça. Très grave. Et il enchaîne en critiquant un trio d'arbitres féminins pour avoir sifflé au moindre contact. Il met une pression énorme sur l'arbitrage avant ce match décisif. C'est risqué, non? C'est risqué, mais c'est calculé. En gros, il dit aux arbitres on vous a à l'œil ». Il cherche à protéger son équipe et peut-être à obtenir un arbitrage qui laisse jouer un peu plus. Et il ne s'arrête pas là. Il y a cette phrase terrible sur la programmation. Les grands jouent le soir et les petits jouent l'après-midi. Et cette phrase, c'est le cœur de sa stratégie. Il construit un récit. Le petit contre le gros. L'outsider face à un système qui favoriserait les grandes nations. Il décharge ses joueurs de la pression du résultat. Exactement. Il la transforme en une énergie de révolte. Il leur donne un sentiment d'injustice contre lequel se battre. C'est habile. Et au milieu de tout ça, il glisse une anecdote surréaliste pour montrer la cohésion du groupe. Il raconte que le Père Noël est passé à leur hôtel. Le Père Noël, oui, c'est complètement inattendu, et c'est ça qui est brillant. Il casse la tension avec une touche d'humour. Ça montre qu'ils sont dans leur bulle. C'est ça. Le narratif, c'est « le monde est contre nous, mais entre nous, on est une famille ». Et cette force mentale, il l'ancre dans un fait très concret. Le fait qu'il n'ait pas joué un seul match à domicile depuis 2 ans et demi. Exactement. Il transforme une contrainte terrible en atout. Il dit en substance « vous avez votre confort à Tanger, mais nous, on a un mental forgé dans l'adversité. Et ça ne s'achète pas. » Fascinant. Toute cette bataille de mots, c'est pour conditionner ce qui va se passer sur le terrain. Justement, tactiquement, comment ça se traduit? Alors, pour le Sénégal, on pense souvent à l'attaque. Mais leur plus grande certitude, en ce moment, c'est la défense. La charnière centrale?
Moussa Niakhaté et le capitaine Kalidou Koulibaly. C'est un mur. Niakhaté dit lui-même que jouer avec Koulibaly, c'est un honneur, que c'est la classe. Et ce n'est pas qu'une force de destruction, j'ai vu la stat, Niakhaté est le joueur qui a tenté le plus de passes au dernier match. 81. Pour un défenseur central, c'est énorme. Ça montre qu'ils veulent maîtriser le jeu dès la première relance. Ils veulent construire proprement. D'accord, la base arrière est solide. Mais devant, ça semble moins fluide. Les sources parlent d'Ismaïla Assar, pas encore au top, de maladresse pour Nicolas Jackson. C'est le principal point d'interrogation. Le talent est là, évidemment, mais la machine offensive n'est pas encore totalement huilée. Et ce manque d'efficacité, c'est précisément ce que le Bénin va chercher à exploiter. Alors justement, le plan du Bénin, c'est quoi? Comment ils comptent faire déjouer ce géant? Leur plan est très clair. Rohr l'a dit. Attaquer à 11 et défendre à 11. C'est-à-dire? Concrètement, ça veut dire un bloc équipe très bas, très compact. L'objectif, c'est de réduire les espaces au maximum pour empêcher les attaquants sénégalais de prendre de la vitesse. C'est un plan pour les frustrer. Donc, ils ne vont pas chercher à avoir le ballon. Surtout pas. Leur capitaine, Steve Mounier, parle d'un jeu plus vertical. Ça veut dire qu'à la récupération, ils vont chercher à lancer des ballons longs, très vite vers l'avant. C'est un football de transition, très direct. C'est un plan cohérent, mais il repose sur une discipline de fer. Et dans ce contexte, l'absence de Cécile Almeida, le milieu de terrain, c'est un gros coup dur, non? C'est un très, très gros coup dur. C'est le régulateur, le garant de l'équilibre. Sans lui, le Bénin perd en expérience. Rohr a même admis qu'il devrait lancer un jeune joueur. C'est la faille potentielle. C'est la faille que le milieu sénégalais va sans aucun doute chercher à exploiter. Malgré ça, il n'arrive pas en victime. La déclaration de Steve Mounier est très forte. Nous avons encore l'occasion de finir premier du groupe. Ah non, il n'y a aucun complexe. C'est la preuve que le travail psychologique de Rohr a payé. Les joueurs y croient. Ce qui nous amène aux enjeux très concrets. Au-delà des styles, il y a une qualif à aller chercher. Quels sont les scénarios? Bon, pour le Sénégal, qui a 4 points, c'est assez simple. Un match nul suffit pour se qualifier, une victoire, et ils sont premiers, et ils restent à Tanger. Et pour le Bénin qui a 3 points? Une victoire, et ils sont qualifiés directement. Un match nul les mettrait à 4 points, avec de très grandes chances de passer parmi les meilleurs troisièmes. L'enjeu est total. Il y a aussi le poids de l'histoire. Et là, le déséquilibre est impressionnant. C'est vrai que la dernière victoire du Bénin sur le Sénégal remonte à 1961. C'est une statistique qui peut peser. Et une montagne. Oui, mais il y a une référence bien plus récente et plus encourageante pour eux. En juin 2023, en qualif, ils ont fait match nul 1-1 à Cotonou. Ah oui, c'est vrai. Et ce match-là, c'est la preuve qu'ils peuvent rivaliser. Que l'écart s'est resserré. Ce sera leur principale source de confiance, j'en suis sûr. Et comme si ce n'était pas assez complexe, il y a tous ces détails logistiques. On a appris que le Bénin a voyagé en TGV, choisi un hôtel un peu excentré. Chaque détail compte à ce niveau. Le TGV Alborac, c'est pour minimiser la fatigue. L'hôtel excentré, c'est pour créer une bulle isolée les joueurs. Tout est pensé. Mais l'élément le plus perturbateur, et on y revient, ce sont les révélations de Rohr sur la VAR. En installant ce climat de méfiance, la pression sur le corps arbitral sera juste immense. Donc, si on résume, on a d'un côté le Sénégal, cette puissance tranquille qui cherche à tout maîtriser, son jeu, la pression, sa logistique. Et en face, une équipe du Bénin qui, elle, se nourrit du chaos, de l'adversité. Une équipe portée par un sélectionneur qui est un maître pour créer ce sentiment d'injustice qui peut soulever des montagnes. C'est vraiment le choc entre une force établie qui veut imposer son ordre et une force de la résilience qui veut tout renverser. C'est tout à fait ça. Et toutes ces plaintes de Guerno-Roure sur l'arbitrage, la VAR, les horaires, ça fait beaucoup parler et ça soulève des questions qui dépassent ce match. Complètement. Et ça nous amène à une réflexion un peu plus large, je pense. On peut se demander si cette confrontation, au fond, n'est pas le microcosme d'un débat bien plus vaste dans le football africain. Lequel? Celui de l'équité. L'équité entre les grandes nations et les petites équipes. Quand les problèmes d'organisation, la fiabilité de la technologie, les horaires des matchs semblent peser autant que le jeu lui-même. Quel message ça envoie? Exactement. Quel message cela envoie-t-il sur l'avenir et l'équilibre des forces de la Coupe d'Afrique des Nations? Pour ce match décisif de la Coupe d'Afrique des Nations, il faut savoir que la véritable bataille, elle ne se joue pas seulement sur le terrain. Non, elle a commencé bien avant le coup d'envoi. On va donc plonger au cœur de la confrontation stratégique qui oppose le Sénégal et le Bénin. On pourrait être tenté de ne penser qu'aux 90 minutes de jeu, mais ce serait une erreur. L'essentiel, souvent, ça se joue en amont. Dans les petites phrases, les manœuvres et toute cette préparation mentale qui peut complètement façonner l'issue d'une rencontre. Et la toute première confrontation, elle a lieu juste ici,
devant les micros. Les conférences de presse, ce n'est plus juste un exercice de communication, c'est devenu un véritable champ de bataille psychologique. Chaque mot compte, chaque mot est une arme. Alors voilà la question qui se pose. On a affaire à deux approches radicalement différentes, deux mentalités. En les comparant, on va essayer de voir qui a déjà réussi à prendre un petit ascendant psychologique sur l'autre. Au centre de cette guerre des nerfs, il y a évidemment deux hommes, Pape Thiaw pour le Sénégal et Gernot Rohr pour le Bénin. Et là, on a deux styles, deux philosophies qui vont s'affronter. Ce qui est fascinant ici, c'est ce contraste. D'un côté, on a Thiaw, qui joue la carte de la sérénité, du mystère, pour garder son groupe bien soudé, bien concentré. Et de l'autre, on a Rohr, qui lui n'hésite pas à monter au créneau, à se servir des frustrations pour forger un état d'esprit de combattant, de trouble-fête. Et cette phrase, elle résume parfaitement la méthode Thiaw. C'est une boutade, bien sûr, mais avec ça, il fait d'une pierre deux coups. Il maintient tout son effectif sous une pression positive, tout le monde se sent concerné, et en même temps, il prive son adversaire de la moindre certitude tactique. C'est assez brillant. Alors là, cette petite phrase de Gernot Rohr, c'est vraiment la clé de voûte de sa communication. Il positionne clairement son équipe en outsider, en David contre Goliath. L'idée, c'est de dire qu'ils ne se battent pas seulement contre un adversaire, mais contre un système qu'ils jugent injuste. C'est un excellent moyen de souder son groupe. Et attention, ce ne sont pas que des mots en l'air. Rohr, il s'appuie sur des faits, ou en tout cas sur son interprétation des faits pour construire son discours. Une VAR qui ne marche pas, des matchs programmés à 13h30 sous une chaleur de plomb, un arbitrage qu'il estime trop tatillon. Bref, il tisse un récit où son équipe doit surmonter plein d'obstacles. Et ça décuple la détermination. Mais au-delà de cette guerre psychologique, il y a un enjeu très, très concret. La bataille se joue aussi sur le plan de la logistique. Et tout se cristallise autour d'un lieu, la ville de Tanger. Pour le Sénégal, cette phrase de Pape Thiaw dit tout. Gagner ce match, ce n'est pas juste une question de points, c'est s'offrir un avantage logistique qui est juste énorme. Rester à Tanger, ça veut dire éviter un voyage, garder ses repères et optimiser la récupération pour la suite. C'est crucial. Et il faut dire que ce stade n'est pas n'importe lequel. Le grand stade de Tanger, 65 000 places, des infrastructures ultra-modernes, un accès par TGV, c'est un véritable pôle de haute performance. Pouvoir s'y installer durablement, c'est un luxe que le Sénégal veut absolument s'offrir. Côté tactique maintenant, chaque équipe a ses propres casse-têtes. Le Sénégal attend toujours le réveil de sa star, Ismaïla Sarr, et compte sur l'imprévisibilité du jeune Ibrahim Mbaye. Mais pour le Bénin, le coup est vraiment plus rude. L'absence de Cécile Almeida au milieu, c'est une perte immense qui pourrait vraiment les fragiliser. Ils vont donc devoir s'appuyer plus que jamais sur leur capitaine, Steve Mounier. Et comme si ça ne suffisait pas, il y a un autre facteur qui pèse très lourd sur ce match. L'histoire. C'est un facteur psychologique énorme. Ça peut être une source de confiance pour les uns et une véritable barrière mentale pour les autres. Il suffit de regarder les chiffres. Ils parlent d'eux-mêmes. En 9 confrontations, le Sénégal a gagné 7 fois. Les Lions sont invaincus sur les 8 derniers duels. C'est ce qu'on appelle une domination historique. Et elle est écrasante. Et puis il y a ce chiffre, 1961. Il faut bien retenir cette date. C'est l'année de l'unique victoire du Bénin contre le Sénégal, il y a près de 64 ans. C'est fou. Pour le Bénin, gagner ce match, ce serait donc bien plus qu'une victoire. Ce serait briser une véritable malédiction. Voilà, donc les enjeux concrets, noir sur blanc. Le Sénégal est en position de force, un petit nul et c'est la qualification. Mais la victoire, elle est impérative pour rester à Tanger. Pour le Bénin, l'enjeu est colossal. Une victoire et la qualif est assurée. Un nul et il faudra sortir les calculettes. La pression est donc maximale, mais pour des raisons différentes des deux côtés. Bon, récapitulons un peu toutes ces tensions. On peut dire que le match, avant le match, a bel et bien été joué. Les stratégies sont en place, les esprits sont affûtés. Maintenant, évidemment, tout va se décider sur le terrain. Au final, on assiste à un véritable choc des forces. La confiance contre la combativité. La recherche de stabilité contre la résilience. Le poids de l'histoire contre l'envie de l'effacer. C'est absolument tout ça qui va se jouer dans cette rencontre. La question finale est donc posée. Est-ce que la sérénité du favori va l'emporter ou est-ce que cette rage de vaincre, cette envie de briser l'histoire va permettre à l'outsider de créer la surprise ? Le verdict, lui, tombera sur la pelouse de Tanger.